Bonjour et bienvenue sur le podcast Parents chrétiens. Je m'appelle Mathieu, je suis marié, jeune papa, disciple de Jésus et je suis votre hôte sur ce podcast. Pour ce deuxième épisode, j'accueille Marie-Colline de Catov. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Avec son mari Pierre-Nicolas, ils servent dans la louange depuis plus de 15 ans, tant au niveau local que national. Marie-Colline est co-auteure de Minicelle, un programme d'éveil à la foi pour les 0-3 ans qui peut se vivre dans le contexte de la maison, de l'église ou encore d'une rencontre de quartier avec des parents. Marie-Colline a également une formation de prof et elle a fait le choix de faire l'école à la maison avec ses enfants. Avec d'autres parents, elle s'est même retrouvée à créer une école chrétienne. Ma fille a l'âge d'entrer à l'école dans quelques mois. J'étais donc très intéressé de connaître sa vision de l'éducation, notamment concernant les nouvelles pédagogies, Montessori et autres, mais surtout de notre place de parents dans ce domaine. Une des choses que je retiens particulièrement de cette discussion avec Marie-Colline, c'est l'importance pour nous, en tant que parents, d'être conscients des contextes dans lesquels évoluent nos enfants. Nous pouvons parfois choisir certains contextes, tandis que d'autres fois nous n'avons peut-être pas le choix. Mais en tout cas, le fait d'être conscient de ces contextes et être attentif à ce que vivent nos enfants nous permettra de les accompagner au mieux dans leur croissance. Enfin, Marie-Colline nous partage à la toute fin de cet épisode un conseil qui, je le sais, est essentiel à retenir, mais surtout à mettre en pratique. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Marie-Colline sur tous ces sujets, mais aussi d'entendre son expérience de maman sans faux semblant, mais réellement authentique. Sans plus de transition, je vous laisse donc écouter ma conversation avec Marie-Colline de Catov. C'est parti. Allez. Merci Colline d'être mon deuxième invité sur le podcast Parents chrétiens. Avec plaisir. Dans ce podcast, mon objectif c'est d'aller à la rencontre de parents qui m'inspirent par leur vie de foi et puis aussi par la manière dont ils vivent la foi avec leurs enfants. Et donc, toi, il y a différents sujets sur lesquels je souhaitais t'interroger. Mais avant d'aborder un peu tout ça, je voudrais savoir un peu d'où tu viens, ton enfance, dans quel contexte tu as grandi toi. Et dans ta rencontre avec Dieu aussi. D'accord. Alors moi je suis née dans une famille chrétienne, mes parents étaient missionnaires en fait. Ils travaillaient dans le social en France, missionnaires en France. Et voilà, je suis allée à l'église depuis que j'étais toute petite, j'ai entendu parler de Dieu et puis on a vécu des choses fortes aussi au niveau du service de mes parents. On a vraiment vu la main de Dieu agir. Et puis, moi, j'ai fait ma première démarche de conversion à l'âge de 8 ans, dans un camp chrétien. C'était une colo traditionnelle, et puis à la fin de la colo, il y a eu un appel à la conversion avec tout un partage sur la vie de Paul, qui était un bon chrétien exemplaire, et puis un bon juif exemplaire, et qui a eu besoin de rencontrer Jésus et d'être sauvé. Et puis moi, ça m'a vraiment percuté à ce moment-là. Donc c'est là que j'ai fait ma démarche avec Dieu. Et puis voilà, après, j'ai fait mon petit chemin d'ado, de jeune fille, de jeune femme, voilà. Ok. Et du coup, par la suite, quand tu as eu des enfants, comment ça s'est passé ? Est-ce que... Alors pour moi c'était assez naturel de partager ma foi avec mes enfants parce que c'est ce qu'on avait toujours fait dans ma famille, même si chez nous c'était pas très organisé, il n'y avait pas un culte familial ou des choses vraiment précises, mais Dieu faisait partie du quotidien et de la vie, donc c'était pareil avec mes enfants. Alors au départ tout simplement comme tout le monde, la petite prière du soir, les chansons, beaucoup de chansons. Je me souviens que quand j'étais à la maternité avec mon premier, je lisais la Bible pendant que je l'allaitais parce que j'avais trop mal et ça m'aidait à penser à autre chose. Donc je crois que notre premier partage, il a commencé là, avec Tobias, notre aîné. Donc voilà, je lui lisais les psaumes pendant qu'il tétait. Et puis après, il y a eu plusieurs rencontres qui ont un petit peu fait avancer les choses, notamment avec la FTJ, une formation au travail parmi les jeunes de Jeunesse en Mission en 2008, je crois. Où là, on a un peu, avec Pierre, on a un petit peu décidé de mettre plus de choses en place pour communiquer notre foi aussi avec notre famille, nos enfants. Mais bon, ça s'est toujours fait assez simplement chez nous. À ce moment-là, vous aviez un enfant ? Deux déjà ? Deux, okay. Ouais. Aujourd'hui, vous avez ? On en a 4. 4, d'accord. Ça. Et du coup,
C'est suite à la FTJ que vous avez un peu pris plus ça à cœur, disons. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous avez... Ouais, ce qui s'est passé à la FTJ, en fait, c'est qu'on a été plusieurs mamans à se rencontrer, puis à se dire qu'on avait besoin d'outils pour rejoindre nos enfants. Et puis c'est là qu'avec notamment Anne-Laure, Grande Mange, et puis 2 Suissesses, on a commencé à monter le programme Minicelle pour les 0-3 ans. Et donc là, c'est vrai que c'est devenu un peu plus formalisé, un peu plus organisé. Ce qui était jusque-là très, très simple et spontané a pris une tournure un peu plus élaborée, on va dire. Et du coup, dans Minicelle, donc Minicelle c'est un programme d'éveil à la fois spécifiquement vraiment pour cette tranche d'âge-là, les 0-3 ans, les tout petits. Ça a été de la découverte un peu pour toi. Tu le découvrais en même temps que tu l'essayais, tu décrivais le programme, ou c'était quelque chose que tu avais déjà... Enfin, que vous aviez déjà vu avant? Non, c'était un peu... En fait, on avait une idée de ce que ça pouvait être, mais on ne l'avait jamais vécu. Donc oui, on l'a découvert en le faisant. Le concept, on l'avait, mais après, il fallait le vivre et le développer. Donc on a expérimenté, effectivement, et c'était chouette de voir cette dynamique, de pouvoir inviter d'autres familles, chrétiennes ou pas. Moi, j'avais ma voisine qui venait à la maison avec ses 2 enfants, et puis elle n'est pas du tout chrétienne. Donc c'était chouette de pouvoir partager sa foi avec sa famille, avec d'autres chrétiens et avec des gens de l'entourage qui sont pas forcément chrétiens. Et ça donne une autre dimension aussi pour nos enfants, le fait de pouvoir... on verbalise pas les choses de la même manière quand on est entre nous et quand on est avec d'autres personnes qui découvrent la foi. Et du coup, je trouve que pour nos enfants, de nous entendre aussi témoigner de notre foi à l'extérieur, c'est quelque chose qui est aussi complémentaire de ce qu'on peut vivre à l'intérieur de la famille, en fait. Parce qu'on le dit pas de la même manière, et puis il y a aussi les réactions des gens en face qui nous font parfois aller au fond des choses, ou en famille on prend les choses pour acquises, on sait de quoi on parle et puis personne ne pose de questions. Et puis là, quand tout d'un coup il y a des gens en face qui ont des questions, pour les enfants, je pense que c'est super intéressant de voir aussi nos réactions et ce qu'on peut ajouter. Donc ça, c'était chouette à vivre. Minicelle, avec ton mari Pierre, vous avez aussi réalisé le CD qui accompagne. C'est toi qui chantes sur toutes les chansons du CD. C'est ça, ouais. On a voulu faire simple. Donc une voix, il y a les enfants sur quelques pistes, mais pas beaucoup. Ouais. Et du coup, moi ce CD, je le connais bien, parce qu'avec ma fille, on l'a pas mal utilisé. J'imagine que chez vous aussi. Oui, ils aiment bien. Ils aiment bien, ouais. En tout cas, à travers ce programme, comme tu le dis, moi ce que j'ai expérimenté, c'est le fait de pouvoir partager à la fois dans la famille, avec mes filles, ce petit moment, partage de qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, qui l'a créé, qui les a créés, elles. C'est vachement fort, et puis aussi de pouvoir partager avec d'autres enfants. Moi je le fais dans le cadre de l'église aussi. D'accord. J'apprécie à chaque fois c'est un petit défi de me dire mince, je vais me retrouver avec ma fille plus 2 ou 3 ou 4 ou 5 autres petits, mais à chaque fois après c'est vraiment joyeux avec les enfants, et puis on voit que c'est un programme d'éveil à la fois, et ça les éveille vraiment à plein de choses, à travers les sons, à travers les jeux, les odeurs, les petites activités. Nous on voit, avec Eloane, donc la plus grande, qui a 2 ans et demi, parfois on essaie de faire une sorte de petit culte familial, et puis en fait faut qu'on commence par faire Minicelle, parce que Minicelle elle connaît, elle aime trop, et puis ça lui donne l'envie d'aller plus loin aussi, et puis, ça les rejoint, hein. C'est sûr que ça leur parle. Après, ils connaissent et ils savent ce qui se passe, quoi, quand ils retrouvent les petits rituels. Et puis avec Minicelle, il y a aussi cette démarche de se mettre à leur niveau, et de faire quelque chose qui est vraiment adapté pour eux. Donc ça, c'est cool aussi, quoi. Dans votre famille, c'est quoi un peu votre... vous avez 4 enfants, famille plutôt du coup nombreuse. C'est ça. Comment vous voyez, comment toi tu vois le fait de vivre la foi en famille, et de quelle manière ça se passe, quelle manière vous expérimentez ça un peu? Alors, on a des petits rendez-vous
Ces dernières années, depuis 2 ans, je crois, on se donne un rendez-vous le vendredi soir où on a, en famille, où on prend le temps d'allumer des bougies et puis chacun doit donner un sujet de reconnaissance. Donc ça permet à chacun d'avoir un regard sur sa semaine où il accepte de chercher la main de Dieu dans sa semaine. Donc ça, c'est chouette. Alors, bien sûr, selon l'âge des enfants, les réponses vont être très différentes, très variées. Voilà, mais c'est aussi un moment où nous, on peut apporter un sujet de reconnaissance qui va sortir de juste merci Seigneur parce que c'est les vacances, ou merci parce qu'il fait beau. Et puis c'est un moment où on peut partager cette dimension de l'importance de la reconnaissance et reconnaître la main de Dieu, en fait. Être reconnaissant, c'est reconnaître que ce qu'on a de bon, ça vient de lui, et pas juste de nos mérites ou de notre chance, mais reconnaître que c'est lui qui est l'auteur. Donc ça, c'est un de nos rendez-vous. Et puis le dimanche soir, on demande s'il y a des sujets de prière pour la semaine. Donc pareil, les sujets de prière sont très variés, parfois très profonds, parfois très simples. Il y a des sujets pour lesquels on a pu voir un exaucement immédiat, donc ça, c'est génial. Ça ressort en sujet de reconnaissance le vendredi suivant. Ah, cool. Donc ça, c'est cool. Et puis d'autres fois où il y a des sujets qui sont toujours là parce qu'on n'a pas encore eu la réponse. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important d'accepter de vivre ces moments-là en famille et puis d'accepter le fait que Dieu ne répond pas toujours comme on s'y attend ou au moment où on s'y attend. Et puis discuter un peu là autour et voir comment on se positionne, comment on reste dans la foi ou pas, ou dans l'attente ou dans la persévérance avec un sujet de prière. Donc voilà, c'est des choses qui sont parfois très concrètes, centrées sur nous, parfois c'est pour d'autres autour de nous. Ok. Voilà. En tout cas, c'est un vrai espace de partage au sein de la famille. Ouais, on essaie de... Tourner vers Dieu, pas juste la discussion, mais aussi ce que Dieu il veut faire ou ce qu'il a fait. Donc ça, c'est 2 petits moments qu'on prend pendant quelques temps. On n'avait pas d'église locale, on était un peu en transit, on va dire. Et du coup, là, cette période-là, on se donnait rendez-vous le samedi matin et c'était pancakes et Bible, le programme. Donc on faisait des pancakes tous ensemble et puis après, on prenait la Bible, on prenait un passage et puis on lisait. Parfois, on avait une petite activité pour suivre ou un défi ou quelque chose qu'on pouvait partager. Donc voilà, c'est un peu selon les saisons, selon le rythme de vie du moment, on va adapter et puis trouver les bonnes méthodes et les bons outils pour se retrouver et pour approfondir notre relation avec Dieu. Donc voilà, ça c'est les moments un petit peu officiels. Et puis après, il y a tous les moments informels qui arrivent sans prévenir, où il y a un sujet, tout d'un coup, il y a vraiment besoin de discuter, de prier, de sortir la Bible. Ça peut être plein de choses, ça peut être une difficulté, ça peut être un problème relationnel, ça peut être une discussion qui a eu lieu à l'école ou qui a eu un sujet dont quelqu'un a entendu parler et puis sur lequel il a envie d'avoir un regard autre que celui qui a été exposé. Et puis là, on peut prendre la Bible, on peut prendre le temps, on peut discuter, prier. Voilà. Ok. Et je pose une question qui est un peu biaisée. Avec Pierre-Nicolas, ton mari, vous êtes très engagé au niveau de la louange. Ouais. C'est quoi la place de la louange dans votre famille comment vous vivez ça un peu en famille? Alors ça, c'est un défi. Ça, pour l'instant, ça reste un défi. On essaye de le vivre, mais ça prend pas énormément de place chez nous. Alors, la louange, en tout cas, chantée, communautaire, comme on l'entend traditionnellement. Pour moi, ces temps de partage, c'est de la louange parce que c'est tourné vers Dieu. Mais c'est vrai que c'est pas la même forme qu'un temps de louange communautaire, comme on peut le concevoir. Maintenant, petit à petit, nos enfants se mettent à la musique, alors ça ouvre aussi d'autres portes. Là, récemment, Emma et Héloïse ont eu l'occasion de participer à un culte avec Pierre. Dans notre église, on fait des cultes famille, une fois par mois. Et donc, les filles ont pu participer, donc ça, c'était chouette, c'était une expérience. Et puis, du coup, ça nous a amené à travailler un petit peu les chants. Et puis, du coup, c'est aussi des bons moments qu'on partage. Après, moi, dans la journée, j'aime bien me mettre au piano. Le piano, il est au milieu de la maison. Et donc, fréquemment, je suis là, je suis au piano et puis je suis avec Dieu. Et les enfants sont autour et ils font leurs activités. Mais donc, je les invite pas forcément à participer à ce que je fais. Mais je suis là. Et du coup, ils entendent.
Et voilà, donc moi je vis mon temps avec Dieu, donc avec un chant ou avec un chant spontané. Et puis oui, ils peuvent entendre. Parfois Mathis il prend ses baguettes de batterie, puis il vient se mettre à côté de moi avec un tabouret, puis il joue. Parfois c'est Héloïse qui se met à danser tout d'un coup derrière. Donc voilà, ça c'est. Et puis Pierre aussi souvent, mais bon, il est moins souvent à la maison que moi, donc. Mais ouais, spontanément, il y a aussi des moments que nous, on vit devant eux, mais sans que ce soit forcément... on les invite pas forcément à participer, mais voilà. Tu veux dire dans le cadre de la maison ou dans un autre cadre? Dans le cadre de la maison. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Du coup, ça c'est quelque chose qui est un défi pour moi, un peu de dire, de prendre ton temps avec Dieu, au milieu de tes enfants. Bon, ils sont encore jeunes, hein. Oui, ça c'est sûr. 2 ans et demi et 1 mois. Donc, mais de prendre un temps qui soit vraiment personnel où bien sûr on est attentif à ce qui se passe autour, mais on peut vraiment passer du temps avec Dieu, que ce soit dans la louange. Moi j'aime bien mettre des CD, des chants de louange et chanter. Mais puis c'est vrai que parfois j'ai cette expérience de voir qu'Éloane elle est là, elle vit ce temps aussi à sa manière, et puis où elle est toute calme et elle est attentive à ce qui se passe aussi. Mais c'est vrai que c'est un défi de faire ce trou dans la journée, au milieu du prendre soin de ses enfants, des activités à faire. Bon, c'est le défi du temps passé avec Dieu, du temps personnel qu'on accorde à Dieu. Mais finalement, si on accepte de le vivre avec les enfants, ça ouvre plein de possibilités. Parce que si on attend d'être forcément un moment seul, isolé, où personne n'a besoin de nous, en gros, ça n'arrive jamais. Donc, du coup, le temps passé avec Dieu, il est un peu plus limité. Alors que je trouve que le fait de se dire, mais en fait, j'ai pas besoin d'attendre le soir que tout le monde soit couché, je peux le faire là, maintenant, au milieu. Il y a un trou, là, il y a un moment de calme. Il y en a un qui a un livre, l'autre une activité. Voilà, c'est parti. Et ça, c'est chouette. Après, ça marche pas toujours. Il y a aussi des moments où c'est juste... où il se passe pas grand-chose, où ça dure 3 minutes et c'est terminé. Ouais, bien sûr. Yes. Et voilà. Et ouais, au niveau de la louange, toujours, du coup, avec Pierre, vous êtes invité ou vous êtes amené à faire la louange dans différents contextes, différents milieux. Comment toi tu vois ça avec la place de vos enfants? Est-ce que c'est bénéfique pour eux? Est-ce que c'est il y a le côté où vous êtes invité pour faire la louange et du coup c'est pas une contrainte pour vous, mais vous allez quelque part et du coup vous devez soit prendre vos enfants, soit les laisser à quelqu'un. Mais voilà, je sais que souvent vos enfants sont avec vous, ça arrive. Oui, ça arrive quand c'est possible. Ouais. On essaye de faire en sorte que pour eux ce soit pas un poids. Donc on les emmène que quand c'est un contexte qui est favorable et accessible pour eux. Si c'est un contexte un peu tendu ou une petite salle où ils pourront pas bouger ou un endroit où on connaît personne, on n'est pas très à l'aise, on préfère les confier à quelqu'un et puis être sûr qu'ils passent un bon moment plutôt que les emmener dans un endroit qui est pas adapté pour eux. Après, je crois qu'ils le vivent assez bien, si c'était ça la question. Ou une partie de la question. Une partie. Pour nous, quand ils viennent avec nous, c'est en général sympa, en général de bons moments. Et puis quand on les confie aux grands-parents ou autres, c'est aussi des moments privilégiés pour eux. Donc voilà, globalement. Après, je crois qu'ils ont eu l'occasion certaines fois de vivre des choses avec Dieu, de rencontrer aussi d'autres, de sentir qu'on appartient à une grande famille et que on n'est pas les seuls sur terre à croire en Dieu, qu'on n'est pas les seuls à exprimer notre louange de cette manière, que notre Église n'est pas la seule non plus. Ça les ouvre à une plus grande diversité, une plus grande réalité de la famille de Dieu, quoi. Donc ça c'est chouette. Après, avec les avantages et les inconvénients, il y a des endroits dans lesquels ils n'étaient pas très à l'aise, voilà, bien sûr. Mais oui, je pense que c'est toujours des occasions, en tout cas, de baigner dans un climat de louange et d'adoration. Et je trouve, pour mes enfants, je pense que c'est précieux. Je pense que c'est quelque chose qui est utile et qui les construit spirituellement. Ok.
Un des autres sujets pour lesquels je voulais t'interviewer, c'est concernant l'école, l'éducation, l'enseignement. Et là, Eloane, elle a 2 ans et demi. On est censé la mettre à l'école l'année prochaine. Ça se fait. Ça se fait, voilà, à 3 ans. Mais toi, tu as une formation de prof. Oui, je suis prof d'anglais. Tu as enseigné du coup Pas très longtemps. D'accord. Après tu as pris d'autres priorités. C'est ça. Ça marche. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de questions par rapport à l'école. J'ai envie de dire aujourd'hui, mais c'est pas nouveau. Mais ça bouillonne pas mal en ce moment. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de questions par rapport à l'école publique, ce qu'on y apprend, les types d'enseignement. Il y a plein de nouvelles pédagogies qui sortent, qui deviennent à la mode, entre guillemets, qui sont, que ce soit Montessori, les écoles alternatives, même l'école à la maison, j'ai entendu parler du no-schooling, du unschooling, le fait de ne pas faire l'école. Comment, toi, en tant que prof et en tant que maman, donc vous faites l'école à la maison actuellement, voilà. C'est ça. Au jour où on enregistre. Oui. Alors, comment tu vois tout ça Alors, nous, on a une histoire avec l'école qui est effectivement un peu particulière. Donc, aujourd'hui, on fait l'école à la maison. Quand on a eu notre premier enfant, enfin même avant, avec Pierre, pour moi, ça a toujours été une évidence de faire l'école à la maison, au moins pendant un certain temps. En tant que prof, j'apprécie le système éducatif français et j'y crois, quelque part. Et puis d'un autre côté, on voit aussi toutes ces faiblesses. Côté national, c'est forcément un défi. Quand on essaye de faire de la masse, il y a forcément des choses qui sont un peu moins bien faites. Donc ça, c'est un aspect des choses. Mais du coup, l'école à la maison, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup tenu à cœur pour différentes raisons. Notamment pour le fait de passer du temps avec mes enfants et de pouvoir leur transmettre mes valeurs, nos valeurs, plutôt que de déléguer finalement une grande partie de leur temps et dans leurs années formatives qui sont tellement importantes, déléguer tout ce temps à un milieu qui va véhiculer d'autres valeurs. Ça nous plaisait pas trop. On avait envie d'assumer ce temps de formation pour nos enfants et ces premières années qui sont tellement déterminantes dans la formation d'un être humain. Donc ça, c'était une des choses. Les valeurs et puis l'esprit ambiant, on va dire. Et puis après, il y a aussi, pour des raisons plus pédagogiques, parce que je crois que les tout petits, ils sont très bien à la maison, qu'il y a des tas de choses qu'ils peuvent apprendre à la maison et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être noyés dans un groupe de 30 enfants pour apprendre certaines choses qui sont tout à fait à leur portée sans ça. Donc voilà, c'est un peu pour ces 2 raisons-là. Et toi, est-ce que toi, tu avais fait l'école à la maison en tant qu'enfant ou pas du tout ? Non, moi je suis allée à l'école, on habitait à la campagne à l'époque, donc j'étais dans une petite école de campagne tout à fait classique et banale. Mais du coup, tu t'es dit, faire l'école à la maison, oui, vous vous êtes dit, c'est vraiment ce que... Ouais, alors ça c'était pour le primaire. Ouais. J'étais dans une école classique, mais j'y suis pas allée tout de suite. Ma mère m'y a pas mise tout de suite. Les premières années, j'avais pas envie d'y aller. Je pleurais tous les matins et au bout d'un moment, elle s'est dit, mais en fait, pourquoi je la force à y aller ? Okay. Donc c'est vrai que je ne suis entrée qu'en grande section de maternelle. J'ai pas fait les 2 premières années. Ok. Finalement, maintenant que tu le dis. Cette trace indélébile du coup. C'est ça. Il y a quand même quelque chose qui est resté. Donc voilà, et puis après, quand j'étais ado, ma mère a ouvert une école chrétienne quand mon petit frère était en âge de rentrer à la maternelle. Et donc moi j'ai suivi un petit peu tout ça, et puis à ce moment-là, moi j'étais au collège et j'ai fait le choix de ne plus aller au collège et de suivre des cours par correspondance. Donc c'était une forme d'école à la maison, volontaire et pas très encadrée. J'ai suivi mes cours moi-même parce que ma mère elle était impliquée dans l'école, donc elle n'était pas très dispo pour ça. Et puis comme c'était mon initiative, donc j'étais motivée quoi. C'est toi qui as décidé, voilà. qui te dit bon voilà.
Et j'ai assumé. Et mes parents ont été assez fous pour me suivre. Je me demande comment ils ont pu faire ce choix. Du coup, c'était quoi? C'était les cours du CNED? Oui, ouais, c'était les cours du CNED. Ouais. Donc, 4e et 3e. Ouais, 4e, 3e, avec tous les dossiers que tu reçois, que tu dois remplir, les devoirs à faire, à renvoyer. Et puis, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas connu ça. Mon frère a fait ça pendant 1 an ou 2. Et puis, non, moi, j'ai fait... Ouais. Moi, j'ai été dans une école privée protestante. D'accord. Et un collège aussi privé. Donc, j'ai pas fait l'éducation nationale avant le lycée. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce temps d'école primaire et collège où ce qu'on vivait, c'était pleinement avec Dieu. C'est empreint des valeurs qu'on trouve dans la Bible. Et puis aussi le contexte de relations favorables, disons qu'il y a des problèmes, il y a des fois où on ne s'entend pas, il y a des choses à régler, mais on le fait avec le regard de Dieu aussi. Et puis un fondement qui n'est pas le même, quoi. Et puis et du coup, pour continuer un petit peu, donc tu as commencé à faire l'école à la maison avec Tobias, puis avec Emma, puis... C'est ça, puis avec Héloïse. Et puis... alors au départ c'était l'école à la maison, c'est un grand mot, hein, c'est juste qu'ils n'allaient pas à l'école, quoi. C'est ça. Et qu'on apprenait des comptines pour le plaisir, mais comme on aurait pu le faire le mercredi soir s'ils avaient été à l'école, c'était pas beaucoup plus. Mais c'était chouette de prendre le temps de vivre aussi. Pour moi, il y a aussi une dimension de mise à part, en fait. Quand moi, j'ai souhaité faire l'école à la maison, c'était parce que je sentais, comme tu dis, que c'est... Enfin, toi, tu as apprécié la cohérence qu'il y avait dans ce que tu vivais à l'école. Et moi, comme beaucoup d'ados, beaucoup de collégiens chrétiens, je trouvais que c'était juste insupportable d'avoir cette vie à la maison et à l'église, et puis une vie complètement différente au collège, et des bases relationnelles, des valeurs, des principes tellement différents, et je trouvais que c'était pas cohérent. Et donc j'avais envie de me mettre à part, et puis d'apprendre à connaître Dieu vraiment, quoi, et de plus avoir toute cette influence qui biaise un petit peu les choses quelque part, donc qui entrave un petit peu. Et du coup, pour moi, il y a aussi cette dimension dans le fait de faire l'école à la maison. Il y a un côté de mise à part familiale, de dire on assume, on n'est pas tout à fait de ce monde, on n'est pas tout à fait pareil, et puis ça ne veut pas dire qu'on se coupe des autres, puisque comme je t'ai dit, on avait ce groupe Minicelle, on avait les voisins à la maison, etc. Donc on n'était pas dans notre bulle fermée, mais il y a quand même une prise de position qui est ce qu'elle est, quoi. Ouais. C'est un peu faire le choix de dire je mets un contexte dans lequel c'est mes valeurs qui vont primer. C'est ça. Et puis on est ouvert sur l'extérieur, et il y a des gens qui peuvent venir dans notre contexte, d'autres enfants, d'autres, mais ne pas faire le choix de mettre ses enfants dans un contexte qui est avec des valeurs complètement différentes. Oui, il y a un peu cette idée-là, oui. Une histoire de créer le contexte un petit peu. Du coup, actuellement, vous êtes encore en faisant l'école à la maison, mais vous avez un projet d'école, vous avez fait une année d'école quand même. Oui. Alors donc, il y a quelques années, les enfants ont été scolarisés, d'abord. On n'a pas fait l'école à la maison toujours. Ils sont allés, quand on a déménagé, en fait, les filles sont allées à l'école publique de notre nouveau quartier. Et puis Tobias est rentré au collège. On sentait qu'il y avait un peu une page qui se tournait, un besoin pour Tobias en tout cas, notre grand, de se confronter à d'autres adultes, de sortir un petit peu du cocon familial. Donc voilà, ça s'est super bien passé pour tous les trois. C'est une question qu'on me pose souvent. Mais comment ça se passe, la réintégration ? Dans notre cas, ça a été vraiment super fluide, quoi. Ça s'est passé très très bien pour les trois. Ils se sont vite adaptés. Enfin, bon, on n'était pas coupés du monde, hein, donc voilà, c'était quand même assez naturel, avec les défis que tous les enfants rencontrent à l'école, évidemment. Mais voilà. Et puis, il y a 2 ans, la maîtresse m'a convoquée, la maîtresse d'Héloïse, pour me dire qu'elle voulait lui faire sauter une classe. Elle était en CE1.
Et l'idée de lui faire sauter une classe me plaisait pas du tout. Parce que Héloïse, je trouvais qu'elle était bien dans sa tranche d'âge au niveau maturité émotionnelle, affective, relationnelle. Et bon, si intellectuellement elle aurait pu aller un peu plus vite, je trouvais que tout le reste était plus important que le côté intellectuel. Et du coup, Mathis, lui, allait avoir 3 ans, donc se posait la question aussi de la scolarisation. J'étais pas très motivée non plus pour le mettre à l'école. Et de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, ce qui serait cool, ce serait de les reprendre tous les deux à la maison, de les garder tous les deux à la maison. Mais ils ont quand même une grande différence d'âge, ils ont 4 ans et quelques de différence. J'avais peur que ce soit un petit peu pauvre pour Héloïse, si on n'était que tous les 3, et que bon, je voulais pas le faire toute seule, je voulais pas être isolée. Donc j'ai commencé à en parler à 2-3 personnes autour de moi, dire voilà, j'ai envie de faire l'école à la maison, mais je voudrais pas qu'on soit tout seul. Et puis de fil en aiguille, j'en ai parlé à une copine, qui en a parlé à une autre, puis à 3 autres, et on s'est retrouvés à 10 mamans, un soir de février, à se dire on veut faire quelque chose pour nos enfants. On sait que l'école publique, c'est pas la solution qu'on veut pour nos enfants, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est comme ça qu'en fait, en 2 mois, est né un projet d'école privée. Ah oui. Et donc, on s'est lancé, on a monté une association, on a trouvé des locaux de manière complètement miraculeuse, et puis on a démarré donc l'année dernière une école privée. Ça a été une année vraiment, vraiment, vraiment géniale, riche, pleine de défis, pleine de J'imagine. Voilà. Mais c'était vraiment extra. Et puis en fin d'année, on a décidé de fermer l'école. C'était trop extra pour continuer. Non, c'est pas ça. En fait, il y avait une question de locaux et de personnel. Si on voulait continuer, il fallait franchir une marche assez importante au niveau du développement, il aurait fallu créer une seconde classe, embaucher. Là, il y avait combien d'élèves ? On avait 10 enfants, 10 enfants. De 3 à 8 ans. Et on fonctionnait avec une classe unique. Donc tous ensemble. Okay. Quand je te parle de défis, c'est des vrais défis. C'était pas simple. J'imagine qu'il y a les défis pour gérer l'école, mais il y a surtout les défis au quotidien pour avoir cette tranche d'âge-là. Ouais, c'était intéressant. Mais c'était chouette. C'était chouette. Mais on n'était pas prêt à refaire une deuxième année de la même manière, et on n'était pas non plus prêt à franchir la marche qu'il fallait pour vraiment développer, quoi. Les portes se sont pas vraiment ouvertes, et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas le bon timing. Okay. Donc on s'est donné 1 an ou 2 pour approfondir un peu le projet, parce que donc, comme je t'ai dit, ça s'est fait en 2 mois, donc forcément c'était un peu jeune et immature, on va dire, tout ça. Donc on se laisse un peu de temps pour aller un peu plus loin. On a envie il y a 2 dimensions qui nous rassemblent. Bien sûr l'intégration de la foi chrétienne, et avoir comme tu disais, ce contexte favorable, et ce contexte où on connaît les valeurs qui sont présentes et dominantes. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Et puis après, on a tous aussi cette volonté d'être présent dans l'instruction de nos enfants. Et comme je disais aussi, de ne pas déléguer totalement à des professionnels de l'éducation quelque chose qui, à notre sens, est une mission que Dieu a donnée aux parents en premier. Ouais. Et alors bien sûr, il y a un moment où on a besoin d'intervenants extérieurs. On n'est pas tous capables d'emmener nos enfants jusqu'à Mathsup. c'est pas tout à fait le plan. Mais il y a tout un tas de choses dans lesquelles on souhaite que les parents puissent être vraiment investis, présents, et que l'école soit une continuité de la maison. Autant par les valeurs que par les personnes qui la composent, quoi. Et qui est vraiment cette fluidité, cette continuité entre la maison et l'école. Du coup, vous êtes un groupe de parents qui veulent s'engager dans l'éducation, l'instruction de leurs enfants, et qui veulent en prendre une part, en fait. C'est ça. Et pas... Ouais. Je trouve ça important, intéressant. En tout cas, moi, ça me parle. De base, moi, j'ai grandi en allant à l'école. Je ne me vois pas faire l'école à la maison pour de nombreuses années à mes enfants. Par contre, l'idée d'une école où il y a mes valeurs, ça me parle, puisque c'est ce que j'ai connu. Mais en tout cas, le fait de prendre une part dans l'éducation de mes enfants, ça me semble important qu'on soit à l'école à la maison, que ce soit dans une école privée, que ce soit dans une école publique,
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises. Si c'est une école, j'ai envie de dire, normale, c'est 8 heures par jour, les enfants qui sont à l'école, c'est un tiers de la journée. Et donc, plein de choses qui sont vécues par nos enfants dans ce contexte-là. Et j'imagine que les nombreux défis qu'ils rencontrent, nous, en tant que parents, on doit pouvoir être à même d'en discuter avec eux, de revenir, et donc il y a des défis dans les différents milieux, mais il y a, voilà, j'imagine, on a envie de les accompagner, quoi. C'est ça. J'imagine qu'il y a aussi il y a peut-être moins de choses sur lesquelles on doit revenir. J'ai envie de dire, j'ai pas vraiment d'exemple parce que j'ai pas encore été confronté à ça avec mes enfants, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre, voir dans une école, par exemple publique de notre quartier, qui sont pas, sur lesquelles on va devoir revenir avec nos enfants, mais comme dans un autre contexte, quand ils sont au sport, à la musique, ou en sortie, en sortie ensemble. Et donc ça, en fait, ça demande quand même un effort de la part de nous, parents, de demander à nos enfants, mais qu'est-ce que tu as vécu, c'est indispensable, Vous, c'est l'école à la maison qui te permet de vivre la journée avec tes enfants. Est-ce que quand ils étaient à l'école publique, comment ça se passait? Comment ça se passe aujourd'hui avec Tobias et Emma qui sont au collège? On débriefe beaucoup, hein. Moi, j'ai la chance d'être à la maison. Et quand ils étaient à l'école, je travaillais, mais à la maison. Donc ça me permettait d'être toujours là à l'heure où ils rentraient, d'aller les chercher et de pouvoir débriefer. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses sur lesquelles ils ont besoin d'avoir un vis-à-vis, d'avoir un autre avis que ce qu'ils ont entendu dans la cour. Ça peut être une intervention d'un prof qui n'était pas à propos, ça peut être une situation difficile rencontrée par un copain, ça peut être un sujet traité ou abordé en cours ou dans la cour, c'est encore autre chose. Et du coup, ce temps de débrief, il est juste vital, quoi. Et puis, il y a ce qui sort tout de suite au goûter. Et puis après, il y a un autre moment clé auquel je ne renoncerai pour rien au monde, c'est le coucher. Le moment du coucher où moi je sais que ça me prend un temps énorme parce qu'ils sont 4, mais tous les soirs je passe au moins une demi-heure avec chacun, et là il y a plein d'autres choses qui sortent parce qu'on n'est que 2, parce qu'on a un peu plus de temps, parce que forcément quand il est 16h et que tout le monde rentre, il y a les devoirs, il y a les activités, il y a toute l'effervescence, tout le monde est là. Donc là il y a certaines choses qui sortent dans ces moments-là, et puis il y en a d'autres qui sortent le soir quand on est que à 2, quoi. Et ça c'est super important. Donc après c'est toujours un défi aussi de savoir quelles questions il faut poser ou pas, jusqu'où il faut être demandeur et sans être intrusif non plus. Ils ont droit aussi à leur vie privée, ils ont droit aussi d'avoir leur jardin secret, et puis des sujets qu'ils n'ont pas envie d'aborder avec nous. Donc pour nous, c'est aussi super important qu'ils puissent avoir d'autres vis-à-vis, d'autres personnes avec qui ils peuvent parler et en qui nous on a confiance. Ces personnes-là, vous les trouvez comment? Tu en fais partie, Mathieu. Merci les FJ. Du coup, c'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a d'autres des choses que vous mettez spécialement en place pour que vous dites vos enfants ils puissent continuer à grandir dans leur foi, ils puissent vous vivez la foi en famille, tu as parlé tout à l'heure de comment vous fonctionniez un peu, mais est-ce qu'il y a des choses où vous dites mais ça c'est important pour que nos enfants on veut mettre ça en place pour que... Nous on apprécie énormément les camps ADSL et tout ce qui se vit à ce niveau-là, le fait d'être avec d'autres chrétiens, encore une fois, d'autres ados, d'autres jeunes, des jeunes qui peuvent être des référents un peu plus proches, parce que nous quand même on est vieux, on a bientôt 40 ans, donc dans la tête de nos enfants c'est fini, quoi. Donc pour nous c'est super important qu'ils puissent avoir d'autres personnes en qui nous on a confiance et qui vont pouvoir partager, vivre avec eux. Ça c'est vraiment vraiment précieux pour nous. Et puis après il y a l'église aussi, mais pour l'instant ils sont un peu moins investis au niveau du groupe d'ados en tout cas, mais ils apprécient les cultes et c'est aussi chouette de pouvoir avoir des temps de partage autour de ce qui s'est dit, de ce qui s'est vécu dans les cultes.
Yes. Avec 4 enfants, il y a des défis. Hein. Moi, avec 2, il y a des défis. Avec 1, il y a déjà des défis. C'est ça, il suffit. Mais j'imagine il y a des temps, il y a des moments difficiles, il y a des épreuves familiales ou personnelles. Toi, qu'est-ce que... Ouais, enfin, dans l'éducation des enfants, il y a des vrais défis. Est-ce que tu as des modèles ou des gens où tu t'es dit, mais quand je vois cette personne avec ses enfants, et pourquoi et comment, et qu'est-ce qui t'a aidé en fait dans ces moments difficiles D'avoir des amis qui vivent la même chose, ça c'est utile, de pouvoir discuter, échanger avec d'autres parents. On n'en a pas forcément beaucoup l'occasion, mais quand c'est le cas, on apprécie vraiment de pouvoir échanger un peu sur ce qu'on vit, sur nos réactions, sur nos pratiques, sur avoir un autre regard, celui de quelqu'un d'autre sur notre enfant aussi, parce que parfois on n'est pas tout à fait objectif, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et du coup, avoir le regard d'autres adultes ou d'autres personnes, ça aide beaucoup à prendre du recul, et puis à oser aussi demander du soutien, à oser chercher des solutions, parce que parfois on se retrouve un peu effectivement face au mur. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis oui, comme toi, il y a des familles qui m'inspirent et des familles où je me dis bon, ils ont réussi quand même, c'est possible, ça peut marcher. Donc ça c'est super encourageant aussi. Donc des personnes plus âgées qui ont des enfants plus grands de voir comment ils ont grandi, de les avoir connus enfants. C'est ça, voir l'évolution. Et puis parfois échanger même avec ces enfants-là, qui sont maintenant de jeunes adultes ou qui commencent à avoir leurs premiers enfants, mais pouvoir avoir leur retour à eux sur ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu. Je trouve que c'est précieux d'avoir ces familles-là qui ont quelques années d'avance sur nous et d'être à la fois proche des parents et des enfants et d'avoir les deux points de vue. Ça aide vraiment. C'est cool. J'ai l'impression d'être un peu dans cette cas-là pour toi et ta famille. Mais moi, je parlais avec tes parents. Donc, ça se poursuit. Yes. Je crois qu'on arrive à mes petites dernières questions de la fin. Okay. 3 petites questions. Tobias, il a bientôt 14 ans. Ah, c'est ça, bientôt 14. Qu'est-ce que tu te dirais à ton toi d'il y a 14 ans, juste avant d'avoir Tobias, concernant l'éducation de ses enfants qu'est-ce que un conseil ou quelque chose que tu te dirais? C'est une bonne question, ça, t'aurais pu me prévenir. D'avoir confiance, ça va bien se passer. Parfois, quand on a la tête dans le guidon, on a l'impression que c'est soit tout rose, soit tout affreux. Et puis, prendre conscience que la vie, elle est faite de saisons, qu'il y a des passages qui sont plus faciles que d'autres qui sont terriblement difficiles, mais que ça reste que des passages. Et que la vie, elle est longue et qu'il y a des solutions qui arrivent, quoi. Donc, je pense à, par exemple, les premiers mois des nourrissons, il y a ceux pour qui c'est tout rose et tout va bien, ils dorment toute la nuit, puis il y a les autres, dont j'ai fait partie. Pour les 4 ou... Pour les 4, oui, globalement. D'accord, ok. Ça donne de l'espoir ou pas? Je sais pas, à toi de juger. Et savoir que ça va le faire, quoi. Ça va passer. Ça marche. Sois fort et prends courage, c'est ça? C'est un peu ça. Non, puis savourer tous les moments parce que ça passe vite, ils grandissent vite. Et moi, j'apprécie chaque période. Là, Tobias, ça devient complètement différent, notre relation. Il y a eu des moments où je me suis dit, oula, ça va être long jusqu'à ses 18 ans. Comment on va faire? Et puis en fait, une fois qu'on a passé la petite crise et qu'on a trouvé que tout le monde s'est réajusté, que tout le monde a trouvé sa nouvelle place et puis les nouvelles règles du jeu, parce que chacun grandit et on ne peut pas garder le même comportement toute la vie d'un enfant. Ouais. Et en fait, c'est génial de pouvoir partager ce qu'on partage avec lui aujourd'hui, de pouvoir apprendre à voir qui il devient et tout ça, c'est trop chouette. Donc savourer chaque étape. Cool. Deuxième question, est-ce que il y a un livre, une ressource ou quelque chose qui t'a particulièrement aidé ou encouragé concernant ce sujet?
beaucoup lu. Je crois que c'est plus dans les partages. Hein. Ouais, je suis désolée, là, je vais pas alimenter ta bibliographie. Mais, ou alors un livre ou une ressource, à part Minicelle, que tu recommandes que tu as beaucoup apprécié utiliser ou que tes enfants apprécient beaucoup utiliser. Que mes enfants apprécient. Non, je ne saurais pas quoi dire là. J'aime beaucoup ce que font les patons avec Plic et tout ce qu'ils proposent. C'est pas les patons du coup. Si. Les patons ils font la ZAP avec les versets du mois. Et les deniers ils font Plic. Ok. Bon. Ce sera peut-être nos prochains invités. Mince. Je ne sais pas. Intéressant. On verra. Donc j'aime bien ce qu'ils proposent sur les cultes en famille, les petites activités. Je trouve ça vraiment chouette. Ça, ce serait quelque chose que je recommanderais, ne serait-ce que pour prendre des idées. Comme Minicelle, c'est boîte à outils. Et puis en fait, ça ouvre des perspectives. Et puis après, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Mais ça donne plein d'idées. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Là, tout de suite. Ok. Ça marche. Et dernière question, est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner aux parents qui écouteraient ce podcast Oh là là. C'est un message, en tout cas. C'est dur, ça aussi. Prenez soin de vous. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de prendre soin aussi de notre âme, de notre relation avec Dieu, de notre relation en tant que couple. Et ça, c'est ce qu'on a de plus précieux à leur offrir, en fait. D'être des gens solides et des gens en bonne santé. Donc, voilà. Moi, je fais partie de ces mamans qui aiment bien tout donner pour leurs enfants, sans trop de limites. Ouais. Et puis, je me rends compte que, en fait, c'est important de s'en mettre de temps en temps. Et puis, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa relation avec Dieu, de sa relation de couple, parce que c'est ça c'est le plus bel héritage qu'on a à leur transmettre, finalement. Donc, voilà. Et voilà, le temps est trop précieux, le temps qu'on peut passer ensemble, le temps qu'on peut passer avec Dieu, ensemble ou séparément, mais c'est... Ouais. Prenez soin de vous. Et prenez le temps. Super. Voilà. Merci beaucoup, Colline, pour cette discussion. Avec plaisir. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode du podcast Parents chrétiens. Si vous avez aimé cet épisode, j'apprécierais vraiment votre soutien pour faire connaître le podcast. Vous le savez, le mieux pour cela, c'est le bouche à oreille. Parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, les livres et ressources dont Marie-Colline a parlé directement sur le site www.parentschrétiens.org/2. J'aimerais simplement terminer sur deux choses. Tout d'abord, dans cet épisode, Colline a parlé de l'importance pour eux que leurs enfants participent au camp ADSL, qu'ils soient au contact d'autres jeunes chrétiens qui peuvent être des référents un peu plus proches d'eux en termes d'âge. Pour vous donner un peu de contexte, étant enfant, j'ai moi-même participé à ces camps et c'est là que j'ai rencontré Marie-Colline et son mari qui faisaient partie de l'équipe de responsables. Aujourd'hui, avec ma femme Laetitia, nous sommes responsables du groupe ADSL Paris et nous avons donc la joie de retrouver leurs enfants dans nos activités. Forcément, on a donc l'occasion de se côtoyer régulièrement. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces camps, je vous invite à aller sur le site www.fabricantdejoie.fr avec un S à fabricant. Donc www.fabricantdejoie.fr/ADSL. Ensuite, Marie-Colline a parlé de la manière dont ils vivaient leur rendez-vous en famille, à chaque fois tourné vers Dieu. Un temps de reconnaissance le vendredi en allumant une bougie et un temps de prière le dimanche. Je trouve cette approche très simple et facile, je dirais, à mettre en place. Je vous encourage à essayer si vous n'avez pas encore mis en place de rendez-vous familiaux. Vous souhaitez peut-être aller plus loin et animer un temps de discussion autour de la Bible avec vos enfants. J'aimerais pour cela vous partager une ressource qui est super, c'est la boîte à outils pour vivre Dieu en famille. Il s'agit d'un manuel de 12 sessions pour transmettre notre foi et nos valeurs à nos enfants en vivant un moment fun en famille. Toutes les infos sur ce manuel se trouvent directement en bas de la page de l'épisode sur www.parentschrétiens.org/2. Voilà,
Je n'en dis pas plus, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et surtout n'oubliez pas le conseil de Marie-Colline, prenez soin de vous.